Bonsoir à tous. Micro, micro. Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce webinaire de l'URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France le lundi 30 mai 2022. Quelles sont les obligations pour les médecins concernant, bien sûr, numérique? Quelles sont les obligations numériques pour les médecins en 2022? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en tous les cas ce soir. Alors, tout simplement lancer ce que l'on appelle bien entendu le Ségur du numérique, qui a été lancé en juillet 2020, avec un budget d'emblée de 19 milliards d'euros, dont 2 milliards dédiés au numérique, avec 1,4 milliard pour les professionnels de santé et les éditeurs de logiciels, bien sûr, et 600 millions en tous les cas alloués au secteur médico-social. C'est la première fois qu'un financement historique d'un tel montant en tous les cas, qui est tout à fait nouveau, mais c'est aussi également la nouveauté de la démarche qui privilégiera désormais l'usage pour généraliser le partage fluide et sécuriser des données de santé entre les professionnels, les usagers, pour mieux soigner et accompagner. L'objectif est donc de développer cette coopération et la coordination entre les professionnels sur tout le territoire et offrir aux patients un meilleur accès à ces documents et données de santé. Le Ségur du numérique, en tous les cas, c'est un véritable accélérateur de la feuille de route. Il a vocation à proposer mon espace santé. Donc, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler avec l'assurance maladie, l'espace numérique en santé dont chaque Français dispose depuis le 1er janvier 2022. Le calendrier, en tous les cas, est ambitieux puisqu'on a prévu une harmonisation des outils sur 2 ans, avec 100% de logiciels compatibles avec mon espace santé et 500 millions de documents échangés par an. Tout ça pour améliorer, en fin de compte, le parcours de soins. Donc, vous remarquez que c'est une numérisation du parcours de soins. Des bénéfices sont attendus au quotidien pour les professionnels de santé. C'est un écosystème de santé interopérable qui peut sembler rude et même abstrait au départ, mais dont le service rendu est lui bien réel. Ne plus se poser les questions de sécurité, de compatibilité entre les échanges numériques avec ses confrères ou ses patients, ne pas perdre de temps et se simplifier la vie, c'est la promesse de l'interopérabilité en santé. Concrètement, eh bien écoutez, ça repose donc sur plusieurs choses. L'identification nationale de santé, l'identifiant, l'INS, qui sera le garant de l'identito-vigilance et permettra un accès et un classement sécurisé et fluide des documents dans les dossiers patients. L'authentification des professionnels de santé par ProSanté Connect sécurisera ces échanges. L'utilisation également de la messagerie sécurité de santé, MSS, permettra de sécuriser ces échanges entre les professionnels de santé, mais également avec les patients correspondants. Bien entendu, et vous avez sans doute entendu parler depuis très très longtemps, du dossier médical partagé, alimenté plus simplement et accessible, plus facilement depuis mon espace santé, deviendra l'outil de partage des données de santé tant attendu depuis si longtemps. Il est intéressant d'emblée de noter que côté hôpital, le programme e-parcours portant sur l'utilisation de ces socles, en tous les cas d'interopérabilité, INS, MSS et DMP, aura été prolongé. Et le financement, bien entendu, c'est un financement de l'équipement, d'une part, mais aussi surtout l'usage qui représente une véritable rupture en tous les cas, qui depuis 10 ans, la modernisation à la fois des cabinets médicaux et des structures de santé a été soutenue par ces dispositifs financiers. La première année du Ségur de la santé a permis de consolider les socles numériques évoqués plus haut, et la philosophie maintenant est demandée par l'État en tous les cas, c'est de demander aux professionnels de santé et aux citoyens de s'emparer de ces outils. Alors je laisse la parole au docteur Quentin Boyer pour la suite de ce webinaire. Oui, bonjour. Donc, on a vu donc, le Ségur de la santé, donc c'est un plan avec à la fois des mesures financières et des mesures réglementaires. Les mesures financières et les mesures réglementaires vont s'appliquer à la fois aux éditeurs et aux professionnels de santé. Pour tout ce qui est mesures financières, on voit que pour les éditeurs, donc l'État va acheter des prestations donc pour les médecins. Et donc tout ça, ça a un coût. Et de notre côté, c'est pareil. Les mesures financières pour les professionnels de santé vont passer dans le cadre donc, de l'avenant 9 et dans le cadre de la revalorisation du forfait structure, donc avec notamment un renforcement du volet numérique. Et tout ça, on le reverra tout à l'heure.
Il n'y a pas qu'une mesure financière, il y a aussi une mesure réglementaire. C'est-à-dire que, certes, l'État va acheter donc des prestations au niveau des éditeurs, mais ça ne va pas être un chèque en blanc comme ça. Il va vraiment y avoir des mesures qui vont être imposées aux éditeurs et qui vont être opposables. Et de l'autre côté professionnel de santé, c'est pareil de notre côté. Donc certes, il y aura des mesures financières, mais on aura également des obligations, notamment d'alimentation du DMP et donc de discussion par canaux sécurisés. Donc tout ça, on va vous le présenter tout à l'heure. Ouais. Hop. Donc ça, c'est donc le cahier des charges qui va être imposé aux éditeurs. Donc dès début juillet 2021, il y a eu à peu près 150 exigences qui ont été réparties donc en 12 blocs. Il y en a déjà qui sont imposées là dès maintenant pour pouvoir être Ségur compatibles, donc pour les logiciels, et d'autres, il y aura une deuxième vague qui viendra dans un second temps. Donc ce qui a déjà été imposé donc aux éditeurs, c'est de pouvoir prendre donc les rendez-vous en ligne, d'avoir des dossiers donc patients électroniques, une prescription informatisée, une fonctionnalité d'aide à la décision médicale et donc des fonctions de courrier, d'échange avec les autres professionnels. Donc ça, ce sont déjà des mesures qui sont en place. Et dans le cadre du Ségur donc 2022, à partir de 2022, donc il y aura d'autres options qui vont être imposées aux éditeurs, à savoir donc une ergonomie simplifiée, donc pour utiliser la messagerie sécurisée, donc notamment pour alimenter le DMP. Un rapprochement automatique des documents médicaux dans le bon patient, donc dans le bon dossier patient, une élaboration simplifiée du volet de synthèse médicale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va s'imposer aux médecins, le volet de synthèse médicale. Mais côté éditeur, c'est pareil. L'État, en finançant ces achats, va imposer justement une simplification des démarches pour pouvoir remplir ce volet de synthèse médicale. Il y aura également donc des échanges facilités et sécurisés avec les établissements de santé et donc les autres professionnels et une meilleure portabilité des données. Donc tout ça, c'est ce qui va arriver à partir de 2022. En tout cas, c'est ce qui va être imposé aux éditeurs s'ils veulent être labellisés Ségur compatibles. Donc, l'État va financer beaucoup de choses. Elle va financer donc la licence d'utilisation, donc sur un périmètre défini, donc dans le cahier des charges, donc on a dit juste avant. Elle va financer donc des frais d'installation, de configuration et de certification. Donc l'ANS, c'est l'Agence numérique en santé, c'est-à-dire que il va y avoir une installation de mise à jour de votre logiciel par l'éditeur, et derrière, ce logiciel devra être certifié par l'ANS. Il y aura également donc tout un service de maintenance, donc on reviendra tout à l'heure, donc qui sera financé par l'État, ainsi qu'un suivi de projet, donc vérifier que les éditeurs répondent bien au cahier des charges qui leur est imposé. Par contre, l'État ne finance pas la boîte aux lettres, donc tout ce qui est API, CRIP, Mailise, etc. Tout ça, c'est pas financé. Il n'y aura pas de coût associé à un changement complet de logiciel. C'est-à-dire que si vous avez un logiciel qui ne veut pas être Ségur compatible et que vous devez changer de logiciel, ça sera à vos frais, ça ne sera pas pris en charge par l'État. Et pareil, s'il y a du matériel additionnel qui est proposé par l'éditeur, des nouveaux lecteurs de cartes, etc., tout ça, ça ne sera pas financé non plus. La maintenance. Dans le cahier des charges, en tout cas dans les financements, l'État prévoit donc une licence qui va être financée dans la limite des 6 ans, ainsi qu'une maintenance avec une correction des bugs dans la limite des 6 ans. Au-delà, je ne pense pas qu'on a posé la question, mais on n'a pas eu de données, on ne sait pas ce qui se passera. En tout cas, pendant 6 ans, tous les bugs et les corrections et les maintenances seront à la charge donc, de l'État. L'État garantit ici une portabilité des données quand on veut changer d'éditeur, et donc il n'y aura pas de réengagement, d'obligation de réengagement avec l'éditeur. Moi, je me permets de prendre la parole pour vous parler de l'avenant 9 et des financements à l'usage. Alors, juste une remarque, n'hésitez pas à utiliser le module de questions si vous en avez. Voilà, on vous a posé le cadre global du Ségur du numérique en santé. On vous décidera tout à l'heure des modalités pratico-pratiques pour vous pour avoir un FGC Ségur compatible. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, pour quelques instants, pour vous décrire les impacts qu'ont ce programme sur l'avenant 9 et sur le financement à l'usage. Donc, on a vu l'accélération du numérique en santé incite à de plus en plus d'usages. Et donc, le deuxième axe de financement du Ségur du numérique en santé passe par une évolution du forfait structure. Donc, le volet 1 qui est obligatoire pour être financé évoluera en 2023 afin d'avoir l'obligation d'être équipé d'un logiciel de gestion de cabinet, qu'on appelle LGC, pour être compatible Ségur. Donc, vous avez ici sur cette slide l'illustration avec le forfait structure et donc une perte potentielle de plus de 10 000 € si vous ne répondez pas
aux critères du volet 1 de ce forfait structure à partir de 2023. Donc, vous avez bien en 2023 l'évolution de l'indicateur de l'ajout d'obligation d'avoir un logiciel donc référencé Ségur et HAS. Donc, le volet 1 comporte, enfin en tout cas évolue et passe de 280 points à 400 points et à lui seul, il peut atteindre donc 2 800 € contre 1 960 en 2021. Ensuite, vous avez une évolution également au niveau du volet 2 du forfait structure. Donc, ce volet 2 est optionnel puisque le volet 1 est obligatoire pour récupérer les montants du forfait structure. Et donc, son évolution sera également graduelle en 2022 et en 2023. Et pour les aspects numériques en lien avec le Ségur, vous avez en fait des indicateurs d'usage qui sont associés. Donc, on voit ici, par exemple, l'alimentation du DMP. Donc, c'est-à-dire que selon un certain critère, donc ici 20% des consultations devront permettre d'alimenter le DMP avec un compte-rendu associé, permettrait d'avoir 280 €, etc. Et vous avez comme ça 4 indicateurs qui viennent donner plus de points dans ce forfait et dans ce volet numéro 2. Donc, encore une fois, la perte potentielle peut être de 10 000 € sur 2023 et le volet numéro 2, à lui seul, compte 1 120 €. Voilà, donc vous retrouvez ici sur ce tableau qui appartient à l'assurance maladie tout simplement et qui est la mieux positionnée pour répondre à vos questions si vous en avez des questions très, très détaillées. Vous retrouvez donc les évolutions sur 2022 et 2023, que ce soit sur le volet numéro 1 ou le volet numéro 2 avec la répartition des points telle qu'on l'a vu précédemment. Et enfin, sur ce financement à l'usage, vous avez donc la création d'un nouveau financement forfaitaire qui, lui, est conditionné à l'envoi du volet de synthèse médicale, donc on appelle aussi le VSM, dans le DMP par le médecin traitant. Donc, on est ici sur des montants forfaitaires qui ciblent pour l'instant des patients en ALD et en fonction de la volumétrie de vos patients pour lesquels vous êtes en capacité d'envoyer un volet de synthèse médicale dans le DMP, vous pourriez donc toucher ce forfait qui est affiché sur la slide. Et donc, cette fois-ci, c'est plutôt votre éditeur qui sera le mieux placé pour vous expliquer comment ça fonctionne concrètement dans votre logiciel pour constituer quelque part ce volet de synthèse médicale, pour le structurer et pour l'envoyer ensuite dans le DMP. De votre côté, est-ce qu'il y a des démarches à faire? Il y en a deux principales. La première étape, c'est de passer commande auprès de votre éditeur avant le 15 juillet 2022. Donc, normalement, les éditeurs qui veulent se faire labelliser, donc Ségur compatible, vont vous envoyer une demande de devis. Donc, pour une version de logiciel donc référencée Ségur. Donc, ce devis-là, il faut le valider. Donc, encore une fois, je crois que c'est à hauteur de 300 ou 400 €. Vous n'avez rien à payer. C'est l'État qui prend en charge cette demande d'évolution, mais en tout cas, elle part de ce devis-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il faut que vous validiez ce devis-là. Il faut également que vous assuriez d'un bon référencement de votre logiciel. Donc, si après, on vous donnera le lien pour vérifier si vos logiciels sont référencés Ségur ou non. Mais donc, ça, c'est la première chose, vérifier que votre logiciel va bien évoluer vers un logiciel référencé Ségur. Et donc voilà, ça c'est l'étape numéro 1, juste valider un devis où vous n'avez rien à payer. Donc ça va. L'étape 2, donc faudra, une fois ce devis validé, donc installer la version de votre logiciel. Donc votre éditeur va vous proposer une évolution, une mise à jour. Donc il faudra l'installer. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir que ça soit certifié. C'est-à-dire qu'il y aura une petite période d'une demi-heure où l'éditeur va prendre la main et va essayer de prouver donc à l'ANS qu'il arrive à envoyer des documents sur le DMP, etc. Et donc, tout ça, ça sera une démarche qu'il faudra faire avant le 15 octobre. Donc, c'est-à-dire qu'avant le 15 octobre, il y aura une mise à jour et éventuellement laisser sa main à son éditeur de logiciel pour qu'il puisse faire ces essais-là. Donc, ça, c'est vraiment les deux seules démarches. J'ai une question dans le chat. Docteur Anne ou le docteur Didier. Si j'alimente le DMP et qu'ils se font pirater et que le patient porte plainte pour violation du secret médical, j'imagine la suite de questions, puis-je être mise en cause? Alors, pour préciser la question, je pense que le « ils se font pirater », j'imagine qu'il parle du serveur de la sécurité sociale. Alors, je vais essayer de répondre si vous voulez. Le dossier médical partagé, c'est pas sur votre ordinateur, en tout cas, c'est pas sur l'ordinateur du professionnel de santé, c'est chez un hébergeur. Le dossier médical partagé
Il est donc de la responsabilité des pouvoirs publics et de la Caisse d'assurance maladie de s'assurer avec son hébergeur que effectivement ces accès soient protégés, sécurisés et que le site DMP et que l'hébergeur ne puisse pas être hacké, comme on dit, pour que les données médicales soient volées ou utilisées. En tous les cas, il n'est pas de la responsabilité du médecin de s'inquiéter de cette problématique, à mon sens. Et on y reviendra tout à l'heure parce que autant nous, en tant que médecins, nous sommes responsables de nos documents. C'est-à-dire que si on discute avec sur WhatsApp ou avec Gmail avec nos patients, etc., là, pour le coup, on ne respecte pas donc les normes RGPD. Et là, on risque d'être sous le coup de sanctions. Tandis que là, pour le coup, si on respecte, si on passe par le DMP, etc., ce sont quand même des canaux sécurisés qui ont passé toutes les certifications et clairement, si ceux-là sont hackés, tous les autres aussi. Donc, au contraire, c'est par cela qu'il faut passer pour éviter tout ce qui est acquis. En précisant que pour avoir les échanges directs entre professionnels de santé et à venir aussi avec les assurés, il faudra donc privilégier la messagerie sécurisée. Ouais. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, c'est ce que je vous ai tout à l'heure. Donc les informations, vous aurez là 2 liens. Donc un lien pour aller sur le fiche pratique du Ségur du numérique, donc pour la médecine de ville. Ça, c'est un lien qui est proposé par la Sécurité sociale, l'ANS, et également le lien pour accéder à la liste des éditeurs et logiciels référencés pour vérifier que votre logiciel soit bien référencé Ségur. Vous trouverez également 6 juin donc des liens donc de formation proposés par l'ANS, l'Agence numérique en santé. Il y aura une formation sur le Ségur du numérique en santé et médecin. Donc celle-là, c'est demain, si vous avez envie de vous amuser 2 soirs d'affilée. Et sinon, il y aura une deuxième formation donc sur mon espace santé pour les professionnels de santé. Donc c'est l'Agence numérique en santé qui vous présente un petit peu donc à la fois le Ségur et à la fois mon espace santé. Oui, très bien. Merci beaucoup de vos explications. Y a-t-il d'autres questions sur le chat éventuellement? Non? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Très bien. Donc, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions en tous les cas. Nous allons poursuivre avec là encore un petit peu de théorie, je dirais simplement mon espace santé, dont je parlais tout à l'heure, qui représente effectivement la nouveauté et le groupement. C'est donc bien 4 briques, tout simplement. Le dossier médical du patient, avec un espace de stockage de documents qui est relatif à sa prise en charge et accessible par les professionnels de santé, je dirais généralement. Une messagerie sécurisée dont on vient de parler qui permet l'échange de données dans un espace de confiance en tous les cas. Un agenda pour ces différents rendez-vous avec ses intervenants de santé. Donc là aussi, ça concerne le patient. Et un catalogue de services qui est proposé par les intervenants, en particulier l'assurance maladie. Voilà, donc c'est l'espace santé. Globalement, c'est ce que ça représente actuellement. C'est ce qui est envisagé en tous les cas. On précisera que le dossier médical est aussi accessible par le patient, de façon sécurisée. Effectivement. Donc nous l'avons vu de là aussi tout à l'heure, que les échanges se feront par la messagerie sécurisée, mais qui va dans les 2 sens, notamment par l'échange de flux, bien sûr, qui sera sécurisé. Diapo suivante. Donc mon espace santé, le dossier médical, ça représente quoi? Eh bien effectivement un profil patient, un historique des soins, les comptes rendus hospitaliers et les lettres de liaison pourront notamment s'inscrire dans cet espace de stockage, le volet de synthèse médicale, les plans personnalisés de santé, les analyses biologiques bien entendu, les ordonnances, et plus tard nous parlerons aussi des 10 prescriptions qui viendront dans un deuxième temps en tous les cas, éventuellement les directives anticipées par le patient, des comptes rendus d'imagerie médicale, le dossier de liaison d'urgence. Donc vous voyez que dans mon espace santé, le patient retrouve tous les éléments qui sont nécessaires à sa prise en charge. Diapo suivante.
Voilà, pour plus d'informations, en tous les cas, vous pouvez vous connecter sur l'assurance maladie, donc monespacesanté.fr. Je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier de cette année, normalement, chaque Français doit avoir disposé assez rapidement de son espace santé. Allez-y. Un catalogue de services, en tous les cas, des applications qui sont certifiées par l'État. Bien sûr, je parlais tout à l'heure de ProSanté Connect et vous le connaissez bien maintenant aussi. Une authentification en mobilité pour les applications du catalogue de services. Il s'agit bien entendu de la carte ICPS qui identifie électroniquement le professionnel de santé et qui permet d'accéder facilement, en tous les cas, en mobilité au logiciel. Allez-y. Oui. J'ai une question dans le chat du docteur Führer qui demande c'est le forfait structure uniquement qui me rémunère quand je dialogue avec un patient via mon espace santé et rien de plus. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre mode de rémunération que celui du forfait structure pour la messagerie citoyenne? Alors, en réponse rapide, mais on creusera davantage. Pour moi, effectivement, il n'y a que un indicateur du forfait structure qui pourrait vous rémunérer. On n'est pas sur une téléexpertise qui serait pour le coup une discussion entre deux professionnels de santé autour d'un dossier d'un patient. Alors, moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais en tous les cas, il n'y a pas d'obligation à ce jour à utiliser la messagerie citoyenne. Par contre, il y a une obligation à utiliser et à alimenter le dossier médical partagé. Si là était la question, il y a une différence entre la MSS et entre autres la messagerie citoyenne et le dossier médical partagé. Ce sont deux choses bien distinctes. D'autres questions? Non. Effectivement, hein, cette messagerie, ce n'est pas un outil de téléconsultation. Donc, ça ne pourra pas entraîner une rémunération. L'échange avec le patient ne pourra pas entraîner une rémunération. On l'a déjà dit, hein, la mise en place de la messagerie avec le patient ne peut se faire qu'à l'initiative du praticien. Question docteur Langrand, le Ségur numérique est obligatoire. Si mon exercice ne nécessite pas ce genre d'usine à gaz, puis-je m'en passer dans les 15 prochaines années? On peut s'en passer, mais dans ce cas-là, il faudra aussi se passer des ROSP, parce que pour le coup, le forfait structure, donc le volet 1, c'est un volet obligatoire. Donc si on ne répond pas aux critères donc du volet 1, on passe à côté des financements, et c'est ce qu'on a vu, c'est 10 380 €. Donc oui, on peut s'en passer, mais dans ce cas-là, il faut aussi se passer de cette enveloppe-là. Je vais avoir une réponse un peu plus large aussi. C'est que 15 ans, c'est long. Et que on a vu des médecins au début de l'informatisation se passer de l'usage de l'ordinateur au quotidien. Après, pour faire un rattrapage au bout de 5 ans de mise à niveau et d'utilisation progressive des outils numériques, c'est pas facile et on ne sait pas ce que sera exactement notre exercice dans 15 ans, comment il se fera. On a entendu parler de e-prescription et effectivement, ce genre de choses va arriver. Est-ce que ça sera obligatoire? Est-ce que ça sera la norme? On ne sait pas. Et vraiment, sans boule de cristal dans les 15 ans à venir, c'est un petit peu compliqué. Alors, on me dirait quelques années, j'irais possiblement. 15 ans, ça me paraît long pour pouvoir juste parler de rémunération et pas parler d'exercice professionnel au sens large du terme. Mais là, on va rebondir sur l'INS après, parce que c'est là où on va voir l'importance de participer quand même à ça. Parce que l'INS, en fait, c'est vraiment l'identifiant national de santé. Si vous regardez avant, donc là, ça s'est mis en place depuis le 1er janvier 2021, mais le Ségur va être basé là-dessus. Donc, avant, donc si vous aviez un usager qui s'appelait Garcia Amadi, elle pouvait être référencée comme Garcia Amadi chez le médecin, à la pharmacie comme Garcia, et elle pouvait être référencée à l'hôpital comme Amadi. C'est-à-dire que le nom et le prénom, c'était pas assez discriminant pour être sûr qu'on communique et qu'on parle
de la même personne. Depuis donc, le 1er janvier 2021 et à la base donc, de c'est ce qu'on montrait sur la grosse fleur de départ, c'est-à-dire que tous les échanges qui vont être faits de par l'hôpital, de par la pharmacie, de par les médecins, vont être basés sur l'INS, donc l'identifiant national de santé, donc le numéro Sécu. Et donc derrière, le fait qu'on soit tous référencés Ségur, ça va permettre justement de s'assurer d'une communication de la même personne. Et une fois qu'on est sûr que tous les documents et qu'on parle de la même personne, derrière, il va y avoir une interopérabilité qui va être totalement envisageable avec tous les différents acteurs. C'est-à-dire que là, pour le moment, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que le DMP, est-ce qu'on peut s'en passer? Jusque-là, on s'en passait. Mais l'idée, c'est que il y a déjà une expérimentation dans la Somme qui a été faite et on vous en parlera, mais juste après. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'avec cette INS, en passant tous, que ce soit les hospitaliers, que ce soit les pharmaciens, les médecins, etc., en communiquant tous de la même façon et notamment autour de cette INS-là, on va vraiment pouvoir avoir une interopérabilité et donc communiquer et partager les documents les uns avec les autres. Et donc ça, c'est vraiment, c'est à l'heure du numérique, c'est quand même quelque chose de primordial. Donc oui, il y a une valorisation financière à travailler et à rentrer en fait dans ce Ségur-là, mais il y a aussi, si c'est valorisé financièrement, c'est parce qu'il y a un réel intérêt à la fois pour le médecin et à la fois pour les patients. Et donc l'INS aussi va permettre, donc c'est ce qu'on disait, de bien, avec ça, il va y avoir tout ce qui est règles de référentiel, donc d'identification vigilance, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi au moins une fois vérifier l'identité du patient et donc faire une communication avec l'assurance maladie également, donc en téléservice, donc ça se fait automatiquement, mais il faudra s'assurer au moins une fois que de l'identifier du patient qu'on a en face de nous pour, encore une fois, s'assurer donc de tout ce qui est identito-vigilance. Mais voilà, donc toutes les communications, toute l'interopérabilité, tous les services qui pourraient être faits, que ce soit de communication avec du médecin vers le patient, que ce soit de communication du médecin vers l'hôpital, de l'hôpital vers le médecin, tout ça sera basé sur cette INS-là. Et donc, c'est quand même tous les services qui peuvent en découler qui sont vraiment très intéressants et très importants pour notre activité. Donc, Alors c'était un point très très important cette INS parce que ça a été un frein à toutes les expérimentations, même au niveau régional. Avec le numéro de sécu, le nom prénom, les gens étaient identifiés parfois avec 5 identités différentes. Donc ça a freiné tous les projets depuis 15-20 ans. Donc la création de cette INS, elle est essentielle pour que les échanges soient réellement sécurisés, pour être certain que les messages concernent bien la personne concernée. Bien, donc on parlait tout à l'heure de l'expérimentation dans la Somme qui avait eu lieu en 2021 de la messagerie sécurisée avec les patients. Effectivement, nous avons fait, l'URPS médecin a fait un partenariat avec l'assurance maladie, notamment la CPAM de la Somme et l'agence régionale de santé. Un appui sur des médecins en MSP dans la Somme déjà identifiés qui a été retenu pour tester le DMP. L'enquête préliminaire que nous avions fait, nous, ici, en juin 2021, avait été adressée aux médecins de la Somme, qui était de recueillir leur avis sur l'expérimentation de la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé, un avis du terrain, donc, à analyser les pratiques actuelles de la messagerie avec les patients et leur laisser la possibilité, de toute façon, d'y participer. Donc, allez, je coupe. Voilà. Les résultats, vas-y. C'est coupé. Oui. Donc effectivement, cette expérimentation donc de la messagerie qui s'appelait la messagerie citoyenne à l'époque sur la Somme, donc qui était un échange sécurisé entre un professionnel de santé et un patient. Avant de se lancer dans l'expérimentation technique, on avait souhaité, en accord bien sûr avec la CEPAM et avec l'ARS, on avait souhaité faire une enquête de terrain pour savoir si les professionnels de santé échangeaient déjà ou pas avec leurs patients et si oui, comment. Donc vous avez ici les principaux résultats de l'enquête qui a été envoyée donc aux différents médecins généralistes et spécialistes de la Somme où on a obtenu un peu plus de 100 retours. Alors cette enquête avait été envoyée il y a maintenant 1 an, c'était en juin 2021. À l'époque, déjà à la question « Aviez-vous connaissance de l'arrivée de Mon Espace en santé ?» on avait quand même une majorité de non. Donc on rappelle quand même qu'on est
sur un projet qui est tout à fait récent, qui a fortement été accéléré, notamment aussi suite à la crise. En tout cas, c'était un projet complètement nouveau et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu tester sur la Somme l'année dernière tous les composants de Mon Espace en Santé. On était focalisé non pas sur le DMP ou sur le catalogue, mais on était focalisé sur la messagerie citoyenne, donc la messagerie sécurisée de santé avec le patient. Donc, parmi les résultats qu'on pourrait retenir, on voit qu'on avait 60% des professionnels qui ont déjà en fait l'habitude d'échanger avec leurs patients via des outils numériques, alors qu'ils soient sécurisés ou non, puisqu'on retrouve bien ici des échanges majoritaires non sécurisés à 92%, donc via un mail non sécurisé, ou à 40% par SMS. Les 10% qui utilisent des outils numériques sécurisés, en fait, utilisent des solutions comme l'eFun, par exemple, pour ne pas les nommer, ou utiliser aussi les outils de téléconsultation qui proposent elles-mêmes un endroit pour échanger ou partager des ordonnances, des documents, etc. avec leurs patients de manière sécurisée. En termes de besoins, c'est principalement le besoin de transmettre des documents aux patients, de donner des conseils ou encore de planifier un rendez-vous ou d'interpréter des résultats de biologie. Alors, dans la pratique, on pourrait détailler plus largement les cas d'usage. En tout cas, il y a des questions quand même fondamentales qui ont été levées, notamment la question de la responsabilité, la question aussi de la sursollicitation du professionnel par le patient. Et donc, certaines réponses ont été données. Par exemple, il faut savoir que l'usager ou le patient ne peut pas déclencher lui-même un mail sécurisé via Mon Espace Santé vers le professionnel. On est sur un échange qui est initié par le professionnel de santé vers le patient et c'est lui aussi qui décide quand il termine la conversation pour éviter d'être sollicité. Voilà, donc on avait ces questions de terrain. Aujourd'hui, l'outil est disponible, il a été testé, il a encore vocation bien sûr à évoluer puisqu'il va s'intégrer demain, enfin en tout cas en octobre, il va s'intégrer dans vos logiciels métiers pour pouvoir envoyer un mail directement à vos patients. Et je fais un lien avec quelque chose qui a été dit précédemment. On va utiliser pour identifier l'adresse mail sécurisée du patient, on va utiliser son INS. Donc on revoit bien ici aussi l'importance de cet INS. Alors, est-ce qu'on a des questions ou est-ce qu'on passe à la partie suivante? Oui, on a une question par rapport à la e-prescription des médicaments d'exception, donc pour laquelle actuellement il y a un CERFA triptyque. Comment cela se passera-t-il avec la e-prescription? Alors, je n'ai pas la réponse précise à la question sur les médicaments d'exception. En tout cas, on peut vous dire que sur la e-prescription, donc c'est un module qui arrivera en 2023 en théorie, un module qui permettra de sécuriser donc l'ordonnance qui passera par le DMP. Donc l'ordonnance sera sécurisée dans le DMP et récupérée par la pharmacie de manière sécurisée de cette manière. Après, sur la question, on va se renseigner pour vous apporter plus de précisions sur les médicaments d'exception. Je peux apporter une réponse partielle. Ces formulaires sont des formulaires CERFA. Et le changement d'un formulaire CERFA et sa numérisation est une opération longue et complexe. Donc, ne vous y attendez pas avant un certain temps. Ça a été le cas pour les certificats de transport, les choses comme ça, etc. Ça prend un temps certain. Et c'est la même chose pour l'instant pour les ordonnances sécurisées. Alors, si on n'a pas d'autres questions pour l'instant, quelques slides ici pour vous donner des sources supplémentaires pour aller plus loin sur les différents sujets. Donc, bien sûr, l'assurance maladie déploie certains webinaires à destination donc, de vous, des professionnels de santé libéraux, et intègre dans leur webinaire des aspects donc, propres à ce volet numérique tel qu'on a essayé de vous le décrire ce soir. Ils intègrent aussi, bien sûr, les impacts de l'avenant 9 sur les pratiques de télémédecine et notamment de téléconsultation et téléexpertise. On vous a rappelé aussi également le numéro d'aide pour les usagers qui utilisent Mon Espace en Santé. Donc, c'est le 3422, donc une plateforme téléphonique unique d'entrée pour vos patients. J'ai vu tout à l'heure dans les questions qu'on nous demandait si le patient refusait d'utiliser Mon Espace en Santé, comment ça se passait pour le professionnel. En fait, c'est bien au patient de suivre les démarches pour désactiver son accès à Mon Espace en Santé, puisque depuis cette année, il y a une ouverture automatique pour tous les usagers en France de leur dossier médical partagé, enfin, en tout cas de leur espace, Mon Espace Santé, et c'est bien aux patients, comme pour le don d'organes, en fait, de se signaler, de se mettre sur une liste rouge et de fermer son accès. Les choses sont assez simples, il peut retrouver l'ensemble de ces informations sur le site de Mon Espace en Santé d'assurance maladie ou en appelant le 3422.
Également, pour aller plus loin, votre RPS médecin donc, met en place différents webinaires, alors en collaboration avec le GIP Santé Numérique. Alors, vous n'en avez peut-être pas forcément entendu parler. On le décrira juste après, mais sachez qu'en région, il y a une organisation qui est mise en place pour pouvoir répondre à l'ensemble des interlocuteurs et à l'ensemble des demandes des médecins, qu'ils soient libéraux ou en établissement ou autres. Donc, en termes de webinaires, on pourra faire à partir de septembre des webinaires plus avancés sur les outils de Mon Espace en Santé, peut-être un webinaire propre à l'INS et puis à l'impact que ça a dans vos pratiques pour vérifier l'identité de vos patients. Il y a toute une démarche à respecter. On pourra avoir aussi, bien sûr, un webinaire sur la télémédecine via l'avenant 9, etc. Et on essaiera aussi de vous mettre à disposition des fiches pratiques thématiques. Alors, qui contacter au besoin? Donc, rapidement, on vous l'a dit, il y a une stratégie numérique et une organisation qui est mise en place donc, sur les Hauts-de-France. Et principalement, vous allez donc retrouver cette coordination qui est effectuée par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie et le GIP Santé numérique, qu'on appelle aussi le GRAD, qui est une structure publique, le bras droit armé de l'ARS qui permet de vous aider sur des problématiques techniques. Donc, on a donc une équipe numérique régionale qui est mise à disposition et qui est déclinée selon 7 territoires qu'on appelle des territoires d'animation numérique, des TAN. On les verra sur la slide juste après. En fait, l'objectif, il est tout simplement de favoriser la dynamique des territoires et de libérer les initiatives de projets numériques. Voilà, donc vous avez sur cette slide-là la répartition donc, de ce qu'on appelle des TAN, des territoires d'animation numérique. Ah, on a perdu la présentation. Voilà. Donc, les 7 territoires d'animation numérique sur lesquels on retrouve des référents qui se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, ici, vous avez les référents du GIP Santé Numérique. Bien sûr, vous avez de votre côté vos référents habituels de l'assurance maladie, donc les 6 ou les dames qui sont là aussi pour répondre à vos questions. L'idée, c'est de ne pas vous laisser sans rien et de vous apporter donc, une réponse à chaque question. Alors, peut-être, avant synthétisation, on a des questions? Oui. J'ai une question dans le chat. Les courriers numérisés remplacent-ils entièrement les courriers papier à destination des patients? Ça, je vais peut-être pouvoir y répondre dans la conclusion qui arrive, justement, parce que l'idée, c'est que là, on est vraiment au début, c'est l'apparition d'un nouvel outil qui va permettre l'interopérabilité et la sécurité des échanges. Donc, cette interopérabilité, elle se fait donc du médecin à l'hôpital, du médecin avec le patient, et on est vraiment, et c'est basé donc sur l'INS, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, et on est dans les prémices de quelque chose qui va avoir un réel intérêt à la fois pour le médecin et à la fois pour le patient. Est-ce que là, demain, on va vous dire les courriers numérisés seront les seuls documents de sortie d'hospitalisation? Demain, non. C'est quelque chose qui est en train de se créer. Est-ce que d'ici 5, 6, 7 ans, quand on se sera approprié l'outil et si réellement ça apporte une plus-value et que c'est quelque chose qui devient automatique, pourquoi pas? Maintenant, là, pour le moment, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire, mais clairement, on est vraiment, c'est quelque chose qui a un réel intérêt. C'est-à-dire que là, on le voyait tout à l'heure, on arrive à s'en passer. 92% des médecins communiquent avec leurs patients avec leur boîte Gmail. Pourquoi pas? Sauf que demain, si elle se fait hacker et que la photo de la thrombose hémorroïdaire de mon patient se retrouve sur Facebook, ça va peut-être jeter un froid. Clairement, le fait de communiquer avec sur des canaux sécurisés, ça répond aux normes RGPD et c'est indispensable pour notre pratique parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de communiquer avec l'hôpital, mais on a surtout besoin de le faire de façon sécurisée. Jusque-là, on trifouillait et là, on a un outil qui va pouvoir répondre à ce besoin-là. Pour nous inciter à le travailler, c'est sûr que là, il y a des rémunérations qui sont faites. Mais il faut pas non plus se leurrer. Clairement, on va avoir des contraintes au départ. C'est un nouvel outil qui va se lancer. On va probablement essuyer aussi les plâtres. C'est-à-dire que les éditeurs vont essayer de faire des mises à jour, vont essayer voilà. Est-ce qu'il y aura des bugs? En tout cas, l'État finance 6 ans de suivi pour corriger ces bugs. Donc, on peut penser qu'il y en aura quelques-uns. Mais il n'empêche que entre ces contraintes-là et l'apport que ça peut avoir financier dans un premier temps, mais aussi et surtout dans notre pratique de tous les jours, clairement, ça vaut le coup de se lancer et de suivre l'évolution. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va laisser un petit peu de temps pour des questions supplémentaires. Je ne sais pas si Yves, tu voulais rajouter un petit mot de conclusion.
le temps que les questions arrivent. Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question actuellement, en tous les cas, et on se rend compte bien que ce que je disais tout à l'heure, que c'est une nouvelle philosophie de la profession, en tous les cas, qui est de s'approprier, en tous les cas, des nouveaux outils et de pouvoir être connecté et pouvoir échanger, en tous les cas, des données de santé. C'est ce qui est très important et il faut donc les sécuriser. C'est compte tenu du contexte actuel, en tous les cas, et on en parlera certainement dans un autre webinaire, en tous les cas, la sécurité des données de santé, c'est une chose primordiale qu'il faut là aussi s'emparer. Alors, l'intérêt aussi, c'est la traçabilité de vos échanges. L'intérêt de l'outil, c'est aussi de pouvoir tracer ces échanges et en conserver la mémoire. Tout à l'heure, j'ai eu la demande d'une patiente en consultation. Elle part à l'étranger. Elle n'a pas envie d'emmener son dossier médical sous forme papier. Elle m'a demandé à partir de mon logiciel métier de lui faire un résumé de son suivi, etc., et de lui envoyer par messagerie non sécurisée, donc sur sa boîte mail. J'ai longuement hésité. Je l'ai fait, comme je pense que nombreux on aurait été nombreux à en faire la même chose. Je suis quand même pas très rassuré suite à ce geste, parce que je sais que cette transmission est totalement non sécurisée et que en étant à l'initiative de cette transmission, je pourrais toujours être poursuivi. Vous l'avez connu dans votre profession, moi j'ai 30 ans d'exercice, on a des amis tant qu'il n'y a pas de problème. Dans notre métier, quand ça commence à fuiter ou des choses comme ça, je vous assure que là, on n'a plus de copains, quoi. Donc même si vous avez fait cette transmission de tout à fait de bonne foi, etc., le fait que cet espace numérique puisse être accessible et transmissible, avec une sorte de coffre-fort qui va conserver les données dans le temps, c'est quand même un outil rassurant. Alors, il y a donc une question dans le chat qui demande, à terme, aura-t-on encore besoin d'un logiciel métier individuel ? C'est ça qui a été compliqué en fait dans la création justement de l'harmonisation, l'interopérabilité, ce joli gros mot, de tout ce logiciel. Il y a tellement de logiciels métiers qu'à un moment tous les faire communiquer ensemble, c'était un vrai casse-tête. Et c'est justement là que c'est ce qu'essaye le Ségur. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment pas que chacun travaille qu'on travaille tous avec le même logiciel, mais que tous les logiciels communiquent de la même façon avec une plateforme commune. Donc, est-ce qu'on aura besoin d'un logiciel métier individuel ? En tout cas, c'est la loi du marché. Je pense que ça existera toujours. Par contre, ce qu'il faudra, c'est que ce logiciel individuel avec la mise en forme que j'aime communique avec mon espace santé, tout comme le ferait l'autre logiciel avec une autre mise en page. Donc, je ne pense pas qu'on viendra à un seul logiciel métier, mais en tout cas, il faut, et c'est le but du Ségur, que tous communiquent de façon ascendante, donc en envoyant des informations vers mon espace santé, et aussi de façon descendante en recueillant les informations qui pourrait y avoir, donc des hospitalisations, etc. Et c'est tout le sens aussi du financement par les pouvoirs publics et de l'accompagnement pendant plusieurs années des pouvoirs publics pour qu'on n'ait pas à se batailler en fonction de son éditeur pour savoir si une mise à jour ou pas va être effectuée. Il y a une norme pour tous les éditeurs de logiciels. Nous, notre seule implication est de s'assurer que notre logiciel est Ségur compatible et de signer les demandes de prise en charge de financement par le devis qui nous est envoyé. Très bien. Merci de ces précisions. Y a-t-il d'autres questions sur le chat ? Oui, alors c'est pas une question du chat, mais c'est une question qu'on m'a posée dans ma pratique quotidienne. C'est un patient qui m'a posé la question, qui m'a demandé ce qu'il avait à faire avec mon espace santé. Voilà, il n'avait pas envie de s'en occuper et savoir ce que lui avait à faire par rapport à mon espace santé. Voilà, simplement. Je pense que c'est une question qui va être posée à beaucoup de médecins. Les courriers vont arriver de la part de la Sécurité sociale prochainement et ils vont venir vous voir en disant qu'est-ce que je fais de ce courrier ? Qu'est-ce que je réponds ? Est-ce que je dis oui ? Est-ce que je dis non ? Alors,
Je vais y répondre. En 2021, dans 3 départements test de France, des espaces santé ont été créés. À partir de 2022, c'est au niveau national. Un déploiement progressif sur les premiers mois de l'année ont été effectués département par département et numéro INS par numéro INS. Donc, on va considérer qu'en tout cas, dans les jours à venir, l'ensemble des assurés auront déjà un espace santé de créer, sauf, on l'a dit, s'ils s'y ont formellement opposé. Donc, un patient n'a pas d'obligation à faire quoi que ce soit de particulier d'abord pour avoir un espace santé, c'est la première chose, et avec un dossier médical. Ça, c'est la deuxième chose. Il n'est pas obligé de le tenir, son dossier médical. Ça reste fondamentalement un outil médical, clairement. Mais éventuellement, il peut aussi, lui, interagir sur ce dossier médical en y mettant des renseignements divers et variés personnels et éventuellement l'alimentant avec des documents médicaux s'il le souhaite. La connexion étant sécurisée, un petit peu comme quand on se connecte à des comptes bancaires. L'autre aspect du Mon Espace Santé, c'est la messagerie sécurisée. Là, par contre, la messagerie sécurisée, si un assuré souhaite pouvoir bénéficier de cet outil, il a une démarche active à avoir. Il doit activer dans son espace santé la messagerie sécurisée. Sinon, elle n'est pas activée de fait. Donc une nouvelle question dans le chat. Beau projet, mais quand allons-nous pouvoir abonder le DMP? Les comptes rendus d'hospitalisation, par exemple, vont-ils automatiquement être mis dans le DMP ou après réception dans mon logiciel, vais-je devoir, après ma longue journée de travail, transférer le document dans le DMP du patient? Clairement, dans le forfait structure, vous avez une rémunération pour le volet de synthèse médicale que vous envoyez. Et donc, chaque professionnel va être responsable de son alimentation du DMP. Donc, vous serez responsable du volet de synthèse médicale et les praticiens hospitaliers seront responsables donc des comptes rendus d'hospitalisation. Les laboratoires seront responsables également. C'est-à-dire que chacun devra alimenter le DMP, tout comme nous, on devra le faire. Donc, ça ne passera pas toujours par vous. Ce qui est prévu en principe avec vos logiciels métiers, c'est une automatisation d'un certain nombre de ces actions une fois que vous en aurez validé l'usage. C'est-à-dire que à la fin de votre consultation, si vous avez coché la petite case envoi de la conclusion de la consultation sur le DMP du patient, cette mécanique peut se faire de façon automatique. Donc, il va falloir voir à quel niveau nos logiciels métiers vont évoluer dans ce sens. Mais à terme, c'est une des demandes qui a été faite. Est-ce que ça sera en place sur tous les logiciels au mois d'octobre? On ne peut pas vous l'affirmer, mais théoriquement, ça va être une automatisation. La seule chose qui n'est pas automatique, c'est le volet de synthèse médicale, qui est un travail annuel qui demande un certain travail. Alors, si vous êtes en début de carrière et que vous avez peu de patients en ALD, atteindre les 50%, ça va être assez rapide. Quand vous êtes en fin de carrière, vous avez 25% de vos patients en ALD qui peut représenter 250 dossiers. Envoyer 125 dossiers pendant l'année de volet de synthèse, ça risque d'être très chronophage. Donc, pour une fois, c'est une rémunération qui est plus avantageuse pour les jeunes installés, alors que jusqu'à présent, les rémunérations récentes, la visite longue pour les personnes âgées de plus de 80 ans, etc., a été plus favorable aux médecins en fin de carrière qu'à ceux en début de carrière. Donc là, pour une fois, c'est une valorisation plus intéressante pour ceux qui sont en début de carrière et ou ceux qui ont très peu de patients en ALD. C'est une proportion de 50%. Par rapport au nombre total de patients en ALD. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Donc, déjà une question par rapport à la e-prescription en 2023. J'imagine que vous ferez une présentation. Oui, très probablement, il y aura un webinaire spécifique pour ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de types d'ordonnances différentes, donc il y aura de quoi creuser. J'ai cru entendre dire que nous devrons avoir un lecteur
sophistiqué, ou plus sophistiqué, j'imagine, avec possibilité de lecture de carte vitale à partir d'un téléphone. Je pense que Alors, non. Pour le moment, il n'y a aucune obligation. Effectivement, il y a des évolutions. On a reçu des courriers de la Caisse d'assurance maladie avec, en l'occurrence, des histoires de lecteur PS. C'est pas une obligation, c'est une possibilité d'évolution. À l'avenir, ça sera peut-être une obligation, mais ça ne l'est pas à l'heure actuelle. Ensuite, il est question un petit peu comme la ICPS, et j'ai vu le docteur Coquet poser une question concernant la sécurisation de la ICPS. Il est question aussi d'avoir une e-vitale dans l'avenir, à savoir que le patient qui n'aurait pas forcément sa carte vitale avec lui pourrait l'avoir dans son smartphone, et donc possiblement des lecteurs qui soient compatibles, un peu comme les systèmes de carte bancaire sans contact. Je ne sais plus comment s'appelle ce système de protocole, mais en tout cas, vous avez compris le fait de pouvoir échanger de façon sécurisée sans forcément avoir la puce avec soi. Pour répondre à Monsieur Coquet, la ICPS, je ne sais pas si elle sera plus sécurisée, mais elle est censée l'être déjà si on n'accepte pas la connexion d'un individu non identifié quand c'est pas soi qui utilisons sa ICPS. Alors, une nouvelle question dans le chat par rapport aux documents venant d'autres médecins. Pourrons-nous transmettre ce document directement dans le DMP? Alors, on est en lien avec le GIP à distance. Et donc, le GIP nous a répondu qu'en théorie, cela partait du logiciel du médecin de ce cabinet. Et donc, avec l'authentification du praticien qui a envoyé le document. Et donc, les documents seront signés par le médecin qui l'alimentera au niveau du DMP. Pour ceux qui utilisent déjà le DMP, on sait très bien qui a déposé un document dans un DMP, on sait qui s'y est connecté à quelle heure et ce qu'il a fait sur le DMP. Hein. Il y avait également une question par rapport à la hauteur de la rémunération pour la rédaction du volet de synthèse. Donc, on a retrouvé les chiffres. Donc, au final, pour le moment, donc c'est en optionnel, c'est dans le volet 2. Donc, c'est facultatif pour le moment. Donc, c'est 1 500 € si 50% des volets de synthèse médicaux ont été envoyés donc pour les patients en ALD. Donc, si vous avez 50% de vos patients en ALD qui ont eu leur volet de synthèse médicale envoyé, et c'est 3 000 € s'il y a 90% de vos patients en ALD qui ont vu leur dossier rempli au niveau donc, du volet de synthèse médicale. Donc 1 500 pour 50% et 3 000 € pour 90%. Alors, je vois une autre question concernant l'INS. Effectivement, un INS appartient à un patient et on ne peut pas avoir un INS partagé avec différents patients tel que c'était le cas avant avec un numéro d'immatriculation sociale. Effectivement, c'est bien la différence et c'est pour ça que l'INS est sécurisé dès la naissance. Il n'y a plus d'autres questions? Et il reste une question. C'est une question de prévision. Que se passera-t-il au-delà des 6 ans d'engagement de l'État? Aurons-nous alors une participation financière? Qui va gérer les bugs entre le DMP et les logiciels métiers? Madame Irma, où es-tu? Après 6 ans, comme on voit déjà toutes les évolutions qui sont prévues en 2022, toutes les évolutions prévues en 2023, je pense que dans 6 ans, on aura déjà eu le temps de voir si on s'est approprié l'outil ou pas, si ça a été un flop ou si c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans nos pratiques. Et donc, si c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans nos pratiques, je pense que les éditeurs se l'approprieront. Si vraiment personne ne l'utilise, je pense que personne ne voudra corriger les bugs. Donc, on verra dans 6 ans. Il y avait encore une question. Avec la e-prescription, disparition des ordos papier, effectivement, si vous faites une e-prescription, vous n'avez pas d'obligation de remettre une ordonnance papier au patient. Donc, sachant qu'il sera destinataire de cette e-prescription, vous n'avez pas d'obligation de rédiger une ordonnance papier. Également une nouvelle question par rapport à mon espace santé. Tout ce qui sera dans mon espace santé peut-il
peut-il être transféré dans mon dossier patient, dans mon logiciel? Donc, en gros, j'imagine, pouvez-nous importer les informations qui sont sur mon espace santé vers notre logiciel métier? Alors oui, c'est déjà le cas pour les logiciels qui sont compatibles. Par contre, on télécharge pas d'un bloc. Hein, c'est document par document. Voilà. Et ça, je pense qu'il faudra se rapprocher des différents éditeurs. Ça, autant le cahier des charges sera quand même très fixé, autant après les petites spécificités, comment se fait la communication avec mon espace santé, est-ce que c'est en fin de consultation, est-ce que c'est en fin de journée, etc. Ça, chaque éditeur s'organisera. Est-ce qu'il y aura une petite case à cocher, est-ce que ça sera fait automatiquement? Donc voilà, ça pour le coup, autant le cahier des charges est quand même très bien défini, autant chaque petite spécificité, il faudra vraiment vous rapprocher de vos éditeurs et on verra l'usage, quoi. Très bien, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions pour l'instant en tous les cas. En tous les cas, je vous remercie de votre participation qui a été très efficace. Beaucoup de questions ce soir encore. Et puis, nous vous donnons plutôt rendez-vous, je pense, en septembre pour un autre webinaire, en tous les cas, concernant le système d'info. Merci à vous. Merci. Merci à tous, au revoir.